Bonjour et bienvenue à la radio Point de Vente Collectif. Cette radio est une conférence téléphonique organisée par l'Association de développement agricole national TRAM. Je suis Sophie Christophe, membre de l'équipe projet circuit court à TRAM, et je vais animer cette radio aujourd'hui. Cette conférence s'adresse aux agriculteurs ou salariés engagés dans des points de vente collectifs ou aux porteurs de projets, ainsi qu'aux agents de développement engagés dans ce type de projet. L'objectif de cette radio point de vente collectif est de vous permettre d'approfondir vos connaissances depuis chez vous ou sur votre lieu de travail sans vous déplacer. La conférence va durer 1 heure et vous êtes aujourd'hui une bonne vingtaine à être inscrits à cette radio. Le thème de cette deuxième radio point de vente collectif est les nouveaux services en point de vente collectif pour élargir la clientèle, les drives, les espaces restauration, les coffrets, etc. On définit souvent un point de vente collectif comme étant un lieu physique, utilisé en commun par plusieurs producteurs pour assurer la vente directe aux consommateurs des produits provenant de leur exploitation. Mais depuis plusieurs années, les magasins de producteurs proposent bien d'autres services. Donc au cours de cette radioconférence, nous allons aborder les questions. Quels sont les services supplémentaires apportés par les 3 magasins témoins? Comment ces services ont-ils émergé au sein du collectif? Et pour répondre à quelles demandes? Comment ce nouveau service s'est mis en place et comment est-il intégré au sein de l'activité principale du magasin? Et finalement, au quotidien, quels sont les atouts, les contraintes de ces services et quels sont les résultats? Donc pour traiter ce sujet, nous allons avoir 3 témoins. Florian Pascal, maraîcher et président du magasin La Belle Ferme à Manosque, dans les Alpes de Haute-Provence. Ce magasin a mis en place un drive et également un commerce en ligne. Bonjour Florian. Bonjour à tout le monde. Pascal Méjean, agricultrice et membre associé du magasin Au Gré des Saisons, à Ganges dans l'Hérault. Cette boutique a mis en place un restaurant associé au magasin. Bonjour Pascal. Bonjour Sophie. Et finalement, Isabelle Annonier, agricultrice et membre associée et co-gérante du magasin Ma Production Locale à La Roche-sur-Yon, en Vendée, qui a mis en place divers services associés au magasin, des colis, des drives, des coffrets, etc. Bonjour Isabelle. Bonjour Sophie. Donc cette radio va se passer en 2 temps. Chaque intervenant témoignera une dizaine de minutes. Puis nos témoins répondront à vos questions à partir de 14h10, 14h15, pendant une vingtaine de minutes. Donc nous pouvons recevoir vos questions par 2 moyens, soit par SMS, soit par mail. Donc je vais vous donner le numéro de téléphone et puis l'adresse email. Je vous laisse prendre un stylo et de quoi écrire. Donc le téléphone c'est par SMS au 06 82 81 01 96 et l'adresse email c'est s.christophe, Christophe comme le prénom, @tram.org, trame.org. Donc je vais répéter 06 82 81 01 96 ou par email à s.christophe@tram.org. Donc si vous avez des questions, merci de préciser votre nom, votre magasin ou votre structure et je poserai les questions pour vous aux intervenants. Donc une dernière précision, ce sera pour avoir une écoute confortable de la radio. Donc si ça ne vous dérange pas d'éteindre vos micros. Donc pour cela, il faut composer le 59 dièse. Donc on va commencer les interviews. Nous allons commencer par le témoignage de Florian Pascal. Donc vous êtes agriculteur maraîcher et vous avez d'autres activités au sein de votre structure également, exploitation, à Aubenas-les-Alpes, dans les Alpes de Haute-Provence. Et vous êtes président du magasin La Belle Ferme, un point de vente ouvert en 2010. Pour commencer, pouvez-vous me présenter le magasin brièvement? Eh ben, c'est un petit magasin qu'on a monté entre une dizaine d'associés au départ.
La particularité, c'est qu'on est 100% bio. On communique sur ce fait-là. Depuis 2010, on a aménagé une sorte de hangar d'un des associés qui nous a bien voulu nous louer cette partie du hangar-là. Et on l'a aménagé comme classiquement tout point de vue collectif, avec les moyens de bord dans un premier temps, et puis ensuite en intégrant au fur et à mesure du temps de plus en plus de surface de vente. Aujourd'hui, on espère atteindre les 500 000 euros de chiffre d'affaires cette année. Et on est 11 associés qui faisons une demi-journée de permanence. On a créé un petit statut intermédiaire qui est occupé par 6 adhérents qui effectuent une permanence quasiment tous les mois. Et ensuite, une vingtaine de dépôts-vendeurs qui complètent la gamme. On embauche 2 salariés pour assurer le travail de rapprovisionnement et de vente. Et la particularité de ce magasin-là, c'est qu'on est un peu excentré. On n'est pas dans la ville, c'est pas une boutique de centre-ville. On n'est pas une moyenne surface dans un centre commercial. On est vraiment une partie de hangar d'une ferme, légèrement excentrée par rapport à une route très passante. Mais ça nécessite quand même aux clients de venir en voiture. D'accord. Du coup, depuis l'ouverture en 2010, vous avez décidé d'ouvrir un drive et un e-commerce à partir de 2012, c'est bien ça? C'est bien ça, oui. 2012, c'était la date du début du projet, et on a mis quand même un an à aboutir. Le drive, là, n'a que 2 ans d'expérience. D'accord. Et du coup, est-ce que vous pouvez préciser la différence entre un drive et un commerce en ligne? Alors, par expérience, moi j'appelle drive le fait que les clients peuvent passer commande de leur article sur Internet et viennent retirer la marchandise sur le magasin. La notion de drive, c'est-à-dire que ça nécessite quand même un déplacement de la part du client. Alors que pour moi, e-commerce, ça veut aussi dire la livraison quasiment à domicile. Ça intègre l'aspect logistique de la livraison. À l'heure d'aujourd'hui, nous, on n'a pas encore développé cet aspect-là. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui vous a amené à mettre en place ce drive et ce commerce en ligne? En premier lieu, c'est une volonté de développer le chiffre d'affaires pour pouvoir continuer notre progression, et surtout aussi pour occuper l'espace virtuel qui est la grande zone de commerce qui est Internet. Avoir un site statique, à mon avis, ne suffit plus, même si c'est indispensable pour que les clients ou les internautes puissent connaître le lieu et les produits qui sont vendus et les producteurs. Donc ça, c'est que des feuilles de présentation. Aujourd'hui, je pense qu'il est important d'avoir des sites dynamiques dans lesquels on puisse interagir, c'est-à-dire proposer la vente, certes, mais aussi proposer des recettes cuisine, proposer des animations, ou en tout cas communiquer de manière beaucoup plus efficace sur ce support qu'est Internet. D'accord. Et du coup, quelles ont été les étapes dans la mise en place du drive? Alors, la première étape, c'est vraiment... Pourquoi avoir choisi un drive pour se faire connaître et pour... La volonté, ça a vraiment été, c'est un peu particulier parce que nous, comme je vous dis, on est un peu excentré, donc on n'a pas quasiment de pas de porte. Donc, pour nous, ça me semblait un peu intéressant et opportun de pouvoir proposer une vente à distance, de façon à ce que les gens puissent s'arrêter le long de cette route passante pour retirer rapidement leur commande et ensuite qu'ils puissent repartir. Pour nous, c'était plus vécu sur une sorte de facilité, ou en tout cas rendre un service de facilité pour les clients. Après, la volonté, c'est quand même aussi de pouvoir proposer à une clientèle plus large nos produits. Et dans le choix qui est fait, dans la deuxième étape, ça a été de choisir un prestataire informatique, ou en tout cas un prestataire qui ont pu nous mettre en place ce système-là. Et on a choisi un prestataire qui permettait aussi de proposer des paniers composés, donc en plus de ce e-commerce-là, en plus d'avoir
la quasi-totalité de références que l'on trouve physiquement dans le magasin, les avoir présents sur Internet. On propose aussi un panier de fruits et légumes de saison toutes les semaines. D'accord, que le panier, il est fixe c'est un panier comme défini par le magasin. Oui, c'est exact, oui, c'est un panier. Voilà, le client achète pour un panier et c'est nous qui le composons avec les fruits et légumes du magasin. Donc ça, c'était la deuxième étape, c'est-à-dire choisir le prestataire et bien définir le cahier des charges. Troisième étape, c'est évidemment la mise en place et la formation du personnel qui va s'occuper du site, la formation proprement dite sur le logiciel, et ensuite la mise en place opérationnelle du système avec la problématique de bien mettre à jour les fiches articles sur le site internet, de faire évoluer les prix et les disponibilités concernant les fruits et légumes, faire vivre le site en termes d'informations sur les animations qui vont avoir lieu, de mettre à jour les idées recettes et surtout aussi faire vivre ce fameux panier que l'on fait varier toutes les semaines. Et ça c'est la partie, on va dire, informatique. Après, il y a la partie opérationnelle où en effet, il faut avoir une zone de préparation de commandes, définir des journées de retrait de marchandises et savoir s'organiser pour pouvoir préparer les paniers. Et du coup, qui est responsable de l'animation informatique et qui est responsable de la préparation des commandes est-ce que c'est la même personne ou est-ce que c'est des personnes différentes? Alors, aujourd'hui, on a confié cette responsabilité-là à une salariée, la salariée principale de notre magasin, sachant que le deuxième salarié est aussi compétent et peut aussi assurer ce travail-là. Après, les associés ont un travail de supervision de l'activité. On peut être relais ou aider à certaines animations, mais c'est vrai qu'on a donné quand même la responsabilité à notre salarié de faire vivre ce site-là. Alors, dans un sens, je trouve ça bien parce que ça a aussi motivé la salariée. En tout cas, ça a fait varier le travail et ça donne des objectifs assez intéressants en termes d'évolution de travail. Et est-ce que vous sauriez dire que le temps que ça prend par semaine à la salariée de ce travail-là sur l'animation informatique et sur la préparation des commandes? Non, c'est très dur à évaluer parce qu'elle n'a pas des demi-journées consacrées exclusivement à ce travail-là. C'est vraiment entre deux clients ou entre une période un peu plus creuse, elle peut se consacrer à ce travail-là. Et grosso modo, moi, j'imagine un bon tiers-temps quasiment de travail, sachant que comme elle est impliquée dans cette activité-là, elle fait aussi pas mal de choses en dehors de son travail, du style les idées recettes et puis les photos de plats. Ça, c'est des choses qu'elle fait de manière bénévole en dehors de son travail. D'accord. Et du coup, ça fait 2 ans que vous avez le Drive qui fonctionne. Quels sont les premiers résultats que vous avez sur ce système? Alors, les résultats financiers sont pas extraordinaires. On a quand même relativement peu de chiffre d'affaires générés par ce système-là. Alors, ça reste un peu décevant, mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à qu'une retombée économique. Il faut voir ça dans son ensemble. Je pense que ce qui est important, c'est d'occuper le réseau et d'avoir cette dynamique en termes de communication sur Internet. Et la problématique, c'est que il suffit pas d'avoir un outil, il faut encore le faire connaître et l'animer. Et la phase d'animation, je pense qu'on l'a grâce à l'implication de notre salarié et grâce au dynamisme de notre point de vue collectif. Par contre, cette compétence de communication et de faire vivre un site internet avec des référencements, avec des liens, avec de la communication sur la toile, ça c'est quelque chose que l'on n'a pas et je pense qu'il nous manque et on devrait avoir beaucoup plus de résultats si on pouvait mieux communiquer. Et du coup, par rapport à cette question-là, quelles sont les perspectives peut-être pour 2017-2018? Est-ce que vous avez quelque chose de programmé, d'envisagé, ou de formation ou d'appui?
Alors d'aujourd'hui, non, on n'a pas encore planifié toutes nos actions pour l'année prochaine, sachant que la priorité de 2016 avait été de finaliser et d'investir dans des nouvelles banques froides pour pouvoir finaliser l'agencement de notre magasin. Donc je pense que 2017 va en effet se poser la question, savoir comment améliorer notre rentabilité sur cette activité de e-commerce, à savoir est-ce qu'il faut en effet communiquer mieux, mais surtout aussi bien se poser la question est-ce qu'il faut développer la notion de drive, c'est-à-dire attendre que le client vienne enlever la marchandise, ou est-ce qu'il faut développer la notion de e-commerce avec un service de livraison. Ça, je pense qu'il faut peut-être prendre un peu de recul et peut-être prendre le temps de faire une sorte de mini-étude de marché ou voir quelles sont les possibilités. Si c'est pas faire de la livraison à domicile, c'est peut-être avoir des points relais en centre-ville ou à proximité pour qu'on puisse rapprocher la commande, en tout cas nos produits de la maison du client. Donc ça, c'est des questions que vous allez approfondir prochainement, et ce serait également un conseil que vous donneriez à un magasin qui souhaite s'engager dans le e-commerce? Tout à fait, oui. Il faut vraiment, il faut pas partir peut-être d'essai dans ce projet-là. Je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de comprendre les implications que cela a et surtout ne pas faire dans la demi-mesure, quoi. Si on investit ce domaine-là, il faut avoir vraiment un outil informatique, un site qui soit vraiment performant, avoir un programme de communication ou en tout cas cibler soit un public assez large ou en tout cas avoir les moyens de se faire connaître et de faire connaître le service que l'on propose. Et après, logistiquement parlant, il faut vraiment anticiper ce que cela s'implique en termes de temps de travail, d'espace de travail, parce que c'est pas le tout, mais il faut avoir une zone de préparation. Et puis après, si on imagine un e-drive avec un service de livraison, anticiper tous les moyens qu'il faut, hein, c'est-à-dire aussi bien un temps de personne en temps de livreur, mais aussi un moyen de livraison. Et ça implique après une coordination et des compétences qui sont autres que le simple fait de tenir un magasin. D'accord. Peut-être une dernière question avant de passer la parole à notre deuxième témoin. Est-ce que vous avez pu quantifier le nombre de clients supplémentaires? Est-ce que vous avez une évaluation après 2 ans d'activité de ce site-là par rapport à la fréquentation du magasin? Sans forcément passer par le drive, mais est-ce que du coup ça a fait amener de nouveaux clients qui sont au départ peut-être passés par drive et après sont venus à la boutique? Alors, ce qui est certain, c'est que ça nous a fait venir de nouveaux clients qu'on n'aurait pas touché par nos réseaux classiques de communication, que sont les flyers ou le simple bouche à oreille ou les publicités que l'on fait actuellement. Donc, c'est vraiment, il faut aussi prendre cet investissement-là sur le e-commerce comme un moyen de communication qui est intéressant. Même si le client ne commande pas et ne valide pas ou ne confirme pas sa commande par Internet, il y a des nouveaux clients qui sont venus grâce à ce site-là. J'oublie le fait que le site Internet et le e-commerce proposent évidemment le paiement en ligne via le carte bleue et un système de paiement sécurisé. Oui. Alors après, en retombée économique chiffrée, j'avoue ne pas avoir les chiffres en tête, mais de mémoire, on est à peu près à 600 € semaine de chiffre d'affaires en plus. Ça représente grosso modo pour l'instant entre 10 et 30 commandes par semaine. Les semaines sont assez irrégulières en termes de nombre de commandes. Et votre objectif, ce serait d'atteindre quel chiffre par semaine peut-être? Vu l'investissement, c'est au moins le doublé. Je pense qu'il n'y a pas trop de difficulté à avoir cet objectif-là. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un outil maintenant informatique qui nous permet de décupler ce chiffre d'affaires-là, à condition d'avoir après résolu les problèmes logistiques de livraison à domicile ou en point relais. D'accord, merci Florian. On va passer la parole à notre deuxième témoin, Pascal Méjean. Donc vous êtes agricultrice et également animatrice du réseau Boutique Paysanne.
Vous êtes associé au magasin du producteur Au Gré des Saisons à Ganges, dans l'Hérault. Et est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement le magasin et ce qui vous a amené à développer le nouveau projet? Oui, bien sûr. Donc, la boutique paysanne de Ganges, Au Gré des Saisons, a ouvert en 2008. C'est un collectif de 29 agriculteurs. Au démarrage, on était une quinzaine. Maintenant, nous sommes 29, dont 23 producteurs qui tiennent les permanences à tour de rôle. Notre magasin n'est pas 100% bio comme le précédent, mais avec une traçabilité des produits et l'application de la charte des boutiques paysannes. Donc on a tous les produits de base, et en particulier les produits frais qui ont fait en fait le bon démarrage de notre boutique. Nous sommes situés en rocade d'un centre-ville qui est d'une taille de 4000 habitants, sur le passage pour aller vers le supermarché local. Donc on est assez bien situé et très visible pour les gens de passage en voiture. Donc nous avons cet été développé un restaurant associé à la boutique, puisqu'en fait notre local étant loué à la municipalité, la mairie de Ganges nous proposait le local qui était juste à côté à la location, et on a eu deux idées de développement. D'une part, d'agrandir notre boutique actuelle, mais ce qui demandait d'énormes travaux pour relier les deux bâtiments, ou de prévoir un pôle de restauration ou au début de tartinerie, mais en fait on a vite abouti à un restaurant. Pour ce faire, on a donc visité plusieurs expériences qui existent déjà. Entre autres, il y a une tartinerie déjà dans une boutique paysanne dans le Gard, à Terroir-Cévennes, mais qui était sur un principe uniquement de petites tartines de manière saisonnière. Et nous sommes allés aussi en Lozère visiter une table qui était installée dans un magasin à la gare de Guérin, qui lui fonctionne, c'est un village très touristique en fait, c'est un lieu de passage pour les touristes et qui fonctionne essentiellement sur la saison estivale. Donc fort de ces visites, le collectif s'est engagé dans le projet de restauration, et les objectifs étaient non pas d'avoir une activité lucrative en plus de la boutique, mais plutôt de s'orienter vers une envie de faire découvrir les produits de la boutique aux consommateurs, ceux qui ne rentrent pas dans la boutique, et par ailleurs de créer des emplois. Donc on a créé deux emplois à plein temps sur la partie restauration, en recrutant une salariée, une cuisinière et une serveuse. Et nous avons aussi développé ce restaurant sous forme de SIC, donc de société coopérative d'intérêt collectif, où les producteurs de la boutique sont partenaires, l'association en tant que telle, mais il y a également d'autres partenaires dans cette SIC que sont les salariés du restaurant, et également d'autres partenaires comme un brûleur de café et un commerçant de coquillages et de poissons, plus des sympathisants qui sont les consommateurs bénévoles qui peuvent aussi faire partie de cette SIC. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a amené à choisir un modèle sous forme SIC? SIC, c'est justement en fait la SIC en fait c'est une forme de société, mais qui a un intérêt collectif, c'est-à-dire qu'en fait ce n'est pas le côté lucratif qui l'emporte, mais le fait de pouvoir associer plusieurs partenaires dans un souci de maintenir un outil de production et de créer de l'emploi. Donc là, par cette activité, les producteurs du collectif n'ont pas regardé cette activité complémentaire comme une grosse augmentation de leur chiffre d'affaires personnel, mais dans un objectif de dégustation de leurs produits, de faire découvrir leurs produits et éventuellement de valoriser certains produits en limite de consommation, toujours consommables bien évidemment, mais pour gérer les surproductions de légumes et éventuellement les viandes qui arrivent proches de la DLC et qui ne sont pas achetées par les clients. Donc voilà, c'était un projet de valorisation des produits, de pouvoir faire goûter aux gens des produits de qualité, cuisinés frais aussi, et éduquer un petit peu les consommateurs à une meilleure alimentation. Donc il y a tout
ce concept-là qui est inclus dans ce type de coopérative. Voilà. Et du pas coup, pour faire du bénéfice à tout prix, quoi, en fait. Voilà. Oui, d'accord. Et du coup, quelle est l'implication du magasin de producteurs dans... Donc, le magasin de producteurs a aidé à l'émergence de ce projet-là. Et au quotidien, maintenant, quelle est l'implication des magasins des producteurs ou des associés du magasin? Alors, l'implication, elle est forte puisque, là, en fait, on a créé une structure séparée parce qu'il y avait une frayeur de quelques producteurs qui n'y connaissaient rien en restauration et qui s'effrayaient au démarrage du projet sur le fait d'englober le restaurant dans l'association. Ils avaient des craintes en se disant « Oh là là, mais si ça marche pas, ça va engendrer des problèmes sur notre association ». Donc, c'est pour ça qu'on a séparer les deux structures qui un jour pourront éventuellement être rassemblées à nouveau. L'implication, c'est que déjà les producteurs fournissent l'ensemble des denrées pour le restaurant, puisque le restaurant ne fonctionne qu'avec les denrées du magasin, les denrées fraîches bien évidemment, et complète par des achats extérieurs uniquement les denrées qui ne sont pas présentes dans le magasin, c'est-à-dire la farine, du beurre, des choses comme ça, quoi. Donc la participation, c'est qu'il faut qu'ils assurent les commandes de la restauration, ils ont aussi accepté de faire un prix différent sur les produits qu'ils fournissent au restaurant pour pouvoir bien démarrer l'activité, puisque cette activité n'a démarré qu'au mois de juillet. Donc ils ont accepté de faire une remise sur leur prix pour la restauration, histoire d'encourager le projet. Et puis ils sont associés dans l'Assemblée générale, dans les discussions, dans les réunions. Ils participent par leur vote aux orientations que prend le restaurant. D'accord. Et du coup, pour monter ce projet, quelles a été les parts de financement, d'appui que vous avez pu avoir? Alors ça a été comme tout projet une bataille pour trouver des financements, parce qu'il y avait un investissement d'à peu près 40 000 euros d'outils de production en termes uniquement d'aménagement intérieur, puisque le bâtiment était relativement neuf. Donc on a eu un montant d'investissement d'à peu près de 40 000 euros de matériel de cuisine, d'aménagement, de travaux, etc. Et nous avons sollicité en fait une enveloppe, une subvention auprès de la région Languedoc-Roussillon dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Donc puisqu'il y avait une création de 2 emplois, donc ce dossier a été déposé et nous sommes en cours de recevoir la réponse qui j'espère est favorable, d'une subvention d'à peu près 10 000 euros sur un montant de 40 000 euros. Voilà. Et par ailleurs, les producteurs ont participé, comme dans tout projet, on a mis la main à la pâte pour la peinture, etc., quoi. Comme dans tous les magasins de producteurs, où les producteurs souvent donnent du temps de travail pour les aménagements. D'accord. Et du coup, après 5 mois d'activité, 4-5 mois d'activité, quels sont les premiers résultats que vous avez? Les résultats sont très encourageants parce que nous étions partis sur un prévisionnel de 25 repas par jour. Et en fait, nous en sommes à plus de 32 repas par jour, avec aussi des refus parce que en fait, c'est le facteur limitant, c'est le personnel. Là, on est en phase où on aurait besoin d'une 3e personne, mais on n'a pas encore le recul suffisant au niveau économique pour pouvoir créer un emploi supplémentaire. Donc, on est un petit peu entre deux chaises. Et on cherche des solutions, mais le restaurant est en train de se développer. Il y a un accueil très très favorable des consommateurs qui sont ravis, mais qui sont liés aussi à la qualité de notre cuisinière, qui arrive à faire des plats. Bon, on a une formule qui entrée, plat et dessert pour 17 euros le midi. Le restaurant n'est ouvert que le midi pour le moment, et nous allons attaquer des animations en soirée à partir du mois de décembre, là, sur un soir par semaine. En fait, tout ça est en train de se développer, de se mettre en place. Il y a plein d'idées qui sont en train d'émerger du groupe sur des soirées animation, mais on n'a que 5 mois de fonctionnement, donc il faut y aller petit à petit. D'accord. Et du coup, vous parlez d'animation de soirée. Est-ce que ce serait porté par la boutique ou est-ce que ce serait porté par le magasin?
Si vous voulez, le magasin et la SIC sont partie prenante, hein, puisque les 23 producteurs sont membres de la SIC. Les producteurs qui font les permanences du magasin sont tous partenaires de la SIC, plus l'association aussi. Donc en fait, c'est simplement une séparation juridique des deux structures pour des questions de crainte financière de l'association, mais ce sont les mêmes personnes qui fonctionnent dans les deux structures. Voilà. D'accord. Et du coup, est-ce que l'ouverture du restaurant a permis de mettre en valeur vos produits et du coup vous avez plus de clients et plus de ventes dans votre boutique? Oui, c'est tout à fait. On l'a remarqué puisqu'en fait certaines personnes ne rentraient pas dans la boutique parce que bon, ils avaient un a priori en pensant que c'était peut-être cher, etc., etc. Et en goûtant les produits, effectivement, souvent après avoir déjeuné, les gens allaient faire leurs achats dans le magasin en découvrant les produits, bien sûr. Et en goûtant le yaourt de brebis, hop, ils allaient à la boutique ensuite acheter du yaourt. Ça c'est. On a vraiment vu une augmentation du volume de vente. Et également une augmentation du volume de vente puisqu'il y a une part des achats qui sont faits du restaurant vers les producteurs, enfin qui achètent à la boutique, quoi, en fait. Voilà. D'accord. Et dernière question avant de passer la parole au dernier témoin, c'est quel conseil pourriez-vous donner à un magasin de producteurs qui se pose la question de mettre en place une restauration associée à son magasin? D'abord, c'est d'avoir la bonne personne, de recruter la bonne personne pour gérer la partie cuisine. Hein. Après, ça dépend s'ils veulent faire uniquement des tartines, ce qui arrive dans certaines boutiques. Là, actuellement, sur le réseau Languedoc-Roussillon, on a plusieurs projets de développement de tartinerie. Mais là, pour attaquer la partie vraiment restauration, il faut avoir un cuisinier professionnel et qui accepte cet esprit de travail collectif, puisqu'en fait, l'intérêt d'un projet comme ça, c'est que les producteurs soient impliqués avec le cuisinier sur ce qui va se passer dans ce lieu de restauration. Ils sont impliqués avec le cuisinier, c'est-à-dire que les producteurs sont force de proposition pour... Ah bien sûr, oui, puisqu'en fait le cahier des charges, les recettes, les menus ont été proposés par la cuisinière en fonction de ses compétences et ont été validés par le collectif. Tout se passe, on a des réunions au restaurant où tous les producteurs, la cuisinière et la serveuse se réunissent, tous les partenaires, et on élabore ensemble la gestion collective de ce lieu. D'accord, merci. C'est pas une gérance indépendante, voilà, c'est ça. Pardon? Je dis, ce n'est pas une gérance indépendante d'un cuisinier par rapport à un magasin de producteurs. C'est vraiment un projet qui est intégré dans le fonctionnement collectif. D'accord. Merci Pascal. On va passer la parole à notre dernière invitée, Isabelle Annonier. Donc vous êtes agricultrice à Chéfoy et co-gérante de la société Sources et Saveurs, fermière, société de transformation de charcuterie, et du magasin Ma Production Locale à La Roche-sur-Yon, ouvert en 2012 en Vendée. Pouvez-vous brièvement me présenter le magasin et ce qui vous a amené et les différents services que vous avez développés? Bonjour à tous. Donc effectivement, le magasin est créé en 2012, en milieu d'année, dans une ville de 80 000 habitants, en zone sortie de ville, pas en zone commerciale pure, plutôt quartier qui débouche sur Rocade, c'est-à-dire des gens qui débauchent et qui rentrent chez eux dans d'autres communes, mais pas en zone commerciale pure. Donc une journée d'achat qui fonctionne bien quand même, donc avec un petit pôle commercial de quartier quand même, avec une boulangerie et d'autres services. Voilà. Donc par rapport à cette implantation, donc nous on est 5 associés financiers au départ. J'indique que c'est une SARL, c'est un point de vente collectif, c'est-à-dire que tous les associés donc sont associés financiers en apportant du capital et apportent du travail donc au quotidien, donc avec un jour de présence par semaine dans le magasin plus un samedi à faire. Parce qu'on est un magasin de quartier donc où les gens nous ont demandé d'ouvrir dans toute la journée le samedi aussi, en ville quand même conséquente. On est aujourd'hui au seuil de chiffre d'affaires qu'il fallait faire. Ça y est, on est à 1,2 million de chiffre d'affaires donc à l'année.
Et on est avec en totalité 58 agriculteurs, donc avec des gens qui font du dépôt-vente, en laissant une commission donc un peu plus importante pour les frais de fonctionnement du magasin. Et où on leur demande donc 2 journées d'animation donc par an dans le magasin à présenter et à faire déguster leurs produits. Donc par rapport à ce magasin, la première année donc on a ouvert, on s'est trouvé finalement avec une demande de quelqu'un qui nous a demandé des coffrets cadeaux pour offrir donc à tous ses salariés. Ça nous a donc interpellés. Et c'est intéressant, le coffret cadeau, il est intéressant parce qu'il fait travailler justement les gens qui vont avoir un chiffre d'affaires moins important dans le magasin. Nous, les associés donc, qui font vivre le magasin sont les associés du frais, c'est-à-dire les viandes, les légumes, les fruits, le laitage. Et aujourd'hui, donc les gens qui apportent donc le sec, c'est-à-dire les verrines, les vinaigres, les confitures, enfin tout ce qu'on peut avoir autour, les biscuiteries, etc., sont des gens qui ont des chiffres d'affaires un peu moins lourds et qui peuvent être boostés justement par les coffrets. Donc on a eu la chance d'avoir des demandes de coffrets chaque année depuis notre ouverture, avec une année 2013 assez exceptionnelle parce qu'on avait quelqu'un qui avait demandé un grand nombre. Donc, on avait fait 20 000 € de chiffre d'affaires rien qu'en coffret. En 2014, on a fait 13 000 €. En 2015, un petit peu moins, on a baissé parce qu'on peut-être il y a eu moins de demandes, on a fait 4 000 €. Et cette année, là, on est bien parti. Là, on n'a pas bouclé encore puisque les coffrets sont plutôt en fin d'année. Donc, on est déjà à 8 000 € là. Hein, voilà. Et du coup, cette année, qui te demande les coffrets? Alors, ce sont des structures en général. Donc, on a eu des entreprises comme la SOR, comme la CAF, comme le CIDEV, une entreprise de matériel outillage, ça s'appelle la VAMA par exemple. Ensuite, des autorités, des collectivités, les chambres d'agriculture, les banques nous ont demandé aussi. C'est assez varié. Bon, soit des collectivités ou soit des entreprises qui veulent offrir des produits donc essentiellement donc d'origine vendéenne, des producteurs, pour les présenter à des gens qui viennent de l'extérieur ou alors donc à leurs salariés, parce que soit les gens invitent des gens à l'extérieur. Là, on a fait des coffrets cadeaux pour le syndicat FO qui invitait tous ces représentants des autres départements français en Vendée et on leur a fait tous les coffrets cadeaux qui ont été offerts. Donc ça met en avant des gens qui ont des petits chiffres d'affaires chez nous et puis ça leur permet de booster bien leur chiffre d'affaires. Donc ça c'est intéressant, c'est pas mal. Ouais. Ça c'était pour le côté. Et comment s'est mis en place justement ce système de coffret au sein de... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui développe cette démarche-là et qui les prépare? Alors, on a 6 salariés dans le magasin, donc 2 personnes avec un apprenti sur la boucherie. Ensuite, on a donc ce qu'on appelle quelqu'un qui s'occupe de tout ce qui va être la relation avec les dépôt-vendeurs et puis les associés pour l'achalandage du magasin, pour ramener de la marchandise si on est en rupture, etc. Et puis, on a une secrétaire administrative depuis le départ, donc qui nous gère la boutique dans tout ce qui est l'analytique, les chiffrages, le développement. Et là, jusque-là, les demandes sont venues vers nous. Et cette année, on a pris une décision de booster un petit peu. Il y a 2 ans aussi, on avait pris une stagiaire. Donc, on a pris 2 stagiaires à cet effet-là. On a pris une stagiaire il y a 2 ans. On en a pris une cette année, donc qui est en formation dans un lycée agricole, un BTS Tech Deco, agroalimentaire. Et on a fait carrément des courriers de proposition donc aux entreprises de la ville de La Roche-sur-Yon, pas plus loin, parce que après, il faut que les gens puissent venir les chercher, etc. Parce que quand ils viennent chercher, par exemple, 500 coffrets, ça demande des véhicules un peu conséquents. Et ça s'est pas trop mal passé. Et là, on a essayé d'aller vers les gens, donc on a une démarche commerciale. Alors, l'initiative de ce type de choses est plutôt de mon initiative, puisque moi je suis donc compagne d'un agriculteur qui fournit donc le magasin sur la partie viande, mais que ma formation à moi, c'est la formation de gestion d'entreprise et de développement commercial. Donc évidemment, je cherche tous les moyens de pouvoir booster le chiffre d'affaires et les activités de mes associés et des vendeurs. Et puis je suis gérante du magasin, donc c'est ma fonction notamment. Donc c'est pas la secrétaire qui développe d'aller vers, c'est plutôt moi, mais je travaille en collaboration avec elle. Voilà, parce que elle va finaliser les devis, elle va finaliser ensuite la relation avec les gens pour qu'ils amènent
qu'ils amènent les produits au magasin. Et c'est elle, en général, avec des fois des stagiaires ou une autre personne, un associé ou un dépôt-vendeur qui veut bien nous aider, qui fait le travail d'élaboration des coffrets. Ça demande un peu de boulot quand même, hein, parce que bon, mettre tout ça dans des coffrets, les emballer, mettre l'étiquetage, etc., finaliser, bon, ça demande un peu de travail, mais bon, au bout du jeu, c'est quand même intéressant parce que ça laisse une marge au magasin et puis ça fait de la vente pour nos producteurs. D'accord. Et du coup, justement, sur ce côté gestion d'entreprise et puis recherche de développement, quels sont les autres services que vous avez mis en place dans le magasin? Peut-être les présenter rapidement et quels sont leurs points forts et leurs points faibles? Voilà. Donc sur les coffrets, moi je considère qu'il n'y a pas de côté trop négatif parce que je trouve que c'est une très bonne chose. Ça coûte pas beaucoup d'argent, ça peut d'envoyer donc des propositions donc au comité d'entreprise des entreprises qui ont des CE, etc. Donc ça c'est une façon aussi de se faire connaître, hein, donc pour pouvoir avoir de nouveaux clients. Premier point. On a fait aussi une deuxième chose qui a été donc la mise en route d'un site internet de vente en ligne, un drive, pour faire venir des gens qui ne seraient pas susceptibles de venir au magasin, qui n'ont pas le temps, parce que nous on est vraiment en fin de ville et les gens débauchent et passent devant chez nous, parce que bon, on est sur une route où il y a 13 000 voitures d'un côté et 17 de l'autre, donc il passe du monde. Et bon, avec peut-être le souci de ne pas avoir trop de temps quand on débauche d'un job le soir et qu'il y ait du monde dans le magasin. Ce qui fait que les drive, on s'est mis en collaboration avec Bienvenue à la ferme. Donc on a fait partie des premiers. Ils l'ont pris. Et finalement, je considère que pour avoir un drive, ça c'est mon avis personnel, il faut avoir compétence à l'intérieur de l'entreprise d'avoir un webmaster. C'est-à-dire un webmaster, c'est quelqu'un qui sait animer le site et qui sait surtout, avec un aspect financier, aller acheter des encarts sur d'autres sur d'autres sites internet où les internautes vont aller se balader pour pouvoir exister et faire de la pub. Ça fait partie des choses qu'il faut savoir faire quand on fait de la vente en ligne. Parce que simplement avoir un drive, ça suffit pas. Un site internet, il faut le faire vivre, alors en l'animant, en faisant des promotions, mais il faut dire que cette promotion ou que ce site internet existe et le positionner ailleurs. Et oui, ça, c'est un vrai métier. Et donc, nous, ça n'a pas donné grand-chose. Donc, je vais vous donner les éléments. Donc, on l'a mis en route en 2013. On a été sollicité par Bienvenue à la ferme pour être pilote d'essai, on va dire, hein, c'est-à-dire après la mise en route du gros drive du 33 là-bas. Et on a en général par année une trentaine de commandes. C'est pour vous dire comment ça marche pas beaucoup. Alors, on y a surtout des paniers de légumes et puis un petit peu de viande aussi. Moi, j'ai vendu un poêle de charcuterie, mais c'est vraiment rien du tout. Ça représente approximativement, cette année 2015, ça représentait 1 200 € de chiffre d'affaires dans l'année. Vous voyez, c'est vraiment rien du tout. Bon, il faut dire qu'on s'en occupe peu. On n'a pas les compétences pour ça. Parce que je considère que c'est une vraie compétence, ça. Et faut se former et puis il faut surtout savoir comment ça marche, la toile. Et donc, depuis, on a rencontré quelqu'un qui est venu à notre rencontre pour nous proposer ses services. Donc là, par contre, du coup, c'est un interlocuteur entre le client et nous. Mais ça, c'est par contre quelque chose qui fonctionne super bien. Donc, je ne sais pas s'il est en ligne parce que je l'ai invité à rentrer en ligne avec nous tous aujourd'hui. C'est des fils d'agriculteurs, l'un et l'autre, et ils ne sont pas installés, mais ils sont passionnés par le produit, par le côté agricole, et ils ont souhaité développer la vente en ligne des produits du terroir fermier. Et ils ont conçu un site de vente en ligne. Et ça marche plutôt bien parce que je considère qu'au bout de 3 mois, ils sont déjà à plus de 100 commandes par semaine. Mais eux, ils savent faire parce que c'est leur job. Et je suis tombée par hasard, il y a 8 jours, j'avais besoin de chercher le numéro de ma trésorerie dans mon bled. Et je suis allée sur Internet. Et là, qu'est-ce que j'ai trouvé? Le site Internet de la personne avec laquelle je bosse, qui était visuellement sur mon ordinateur, quoi, pour aller chercher des billets. De tout le référencement est fait par ce prestataire. Voilà, c'est pas nous qui nous en occupons et moi je trouve que c'est un peu plus facile. Alors après, ça c'est moi qui m'occupe de ça pour le moment dans le lien avec les producteurs, récupérer les produits et préparer les commandes. On va mettre ce travail-là bientôt dans les mains de notre responsable approvisionnement, parce que c'est son job. Hein. Mais moi, j'ai lancé la machine parce que je considérais que ça pouvait être intéressant. Et effectivement, on est par rapport au nombre de commandes qu'on a, je trouve ça intéressant. C'est bien. Je crois que c'est pas mal. Donc ça, c'est un deuxième point qu'on a sur le développement.
sur un troisième essai qu'on a pu faire qui s'est débouclé parce qu'on n'a pas pu avoir. Isabelle, hein, pour avoir le temps de regarder les questions des auditeurs sur les trois autres. Le troisième chose qu'on a mis au point, c'est qu'on a fait, quelqu'un est venu vers nous pour faire on fait de la vente de colis dans le magasin. On fait des colis de viande dans le magasin, comme on fait sur les fermes. Et ça marche plutôt bien dans le magasin. Mais quelqu'un est venu nous solliciter pour faire de la vente aux particuliers en allant chez les clients, enfin chez les gens. Et je peux vous dire que ça fonctionne par contre. Hein. Mais par contre, il faut tomber sur quelqu'un qui soit sérieux et honnête. Et ça n'a pas été tout à fait notre cas, donc on a été obligé de s'en séparer, on a arrêté. Mais par contre, c'était 4 000 € par semaine. Hein. Voilà. Et le dernier point, c'est que outre le fait que j'ai un atelier de charcuterie et que j'ai ce magasin et dont je m'occupe de la gérance, j'ai aussi un projet qui a 18 ans, qui est le premier, qui est une ferme auberge. Et moi, donc, on m'a sollicité comme opérateur, puisque je suis l'opérateur qui met en scène et qui anime l'ensemble des producteurs pour pouvoir faire des buffets, et plutôt des côtés froids, mais quelquefois du chaud aussi, dans le département, avec tous les produits des producteurs que je prends donc, dans le magasin. Et ça, il y a une demande, et je pense que ceux qui font de la restauration, il peut y avoir des vrais projets là-dedans. Voilà. D'accord. Merci Isabelle. Et merci pour vos 3 témoignages. Donc, comme prévu dans le programme, nous allons poser des questions par les auditeurs. Donc, nous avons une question de Céline Karazinski des Deux-Sèvres qui vous demande est-ce qu'il est opportun de mettre en place un laboratoire de transformation en plus d'une salle de découpe. Donc ça, ce serait peut-être pour vous, Isabelle, qui avait une boucherie traditionnelle. Oui, alors moi j'ai un atelier de découpe boucherie dans le magasin. C'est ce qui coûte le plus cher. Et l'idée de mettre un atelier de charcuterie dans le magasin, je considère que ça n'est pas une bonne idée. Parce que c'est très onéreux, j'en ai un personnellement, donc je sais ce que ça coûte. Et c'est faire payer aux autres quelque chose, à tout l'ensemble des producteurs, quelque chose de lourd et aussi en termes de main-d'œuvre. Donc je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Il faut que chaque producteur assume son propre développement aussi. D'accord. Et une autre question, donc c'était par rapport à des études de marché. Est-ce que c'est possible de faire, je ne sais pas si vous avez la réponse, mais est-il possible de faire une étude de marché par des étudiants d'écoles de commerce ou d'autres écoles? Donc je sais que vous en avez fait, Isabelle. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller? Alors, effectivement, je vous valide le fait que les écoles de commerce sont capables de vous monter votre projet, parce que moi, je suis issue d'école de gestion, hein, donc ce que moi j'ai fait faire, enfin, nous l'avons fait personnellement avec quelqu'un qui a animé notre groupe pour pouvoir personnellement calculer notre étude. Je viens d'en faire une deuxième avec cette même personne, mais je peux vous valider le fait que cet homme-là, qui était professeur, aussi dans son temps de travail, peut faire des études donc à des étudiants. Donc je vous valide le fait que des étudiants peuvent faire, parce que c'est mathématiques et statistiques. C'est pas très compliqué ça. Hein. Je veux dire tout le monde. Enfin, il suffit de savoir comment ça marche une équation et comment ça se calcule. Donc effectivement, je vous conseille éventuellement de travailler avec des écoles de commerce. Parce que, outre le fait de vous faire calculer, de vous calculer votre chiffre d'affaires dans votre zone d'achalandise, ils vont pouvoir vous amener des idées en termes de développement marketing, d'idées nouvelles et d'animation communication, parce que c'est quand même dans leurs compétences. Donc ça, je trouve que c'est très intéressant. D'accord. Donc là, on était sur une question de Raphaël Devers du magasin Le Jas Bio. On a une autre question, c'était plus une question pour Florian sur le drive. C'est chez vous, il vous demandait quelle est la méthode, c'est Joseph d'Agri-Biovar, hein, qui vous demandait quelle est la méthode et la stratégie et le point de vigilance pour développer une activité de drive au sein d'un magasin de producteurs. Donc ça a déjà été dit lors de la au début, mais peut-être rappeler les points de vigilance et puis le conseil, le point de vigilance à... Alors, juste avant de répondre à cette question-là, je répondrai à la première question, ou en tout cas, j'apporterai mon avis concernant la pertinence de mettre en place cette question au sein d'un point de vente collectif. Je pense aussi qu'il est important de faire attention de ne pas manger de la surface de vente, en fait. Un atelier de transformation va monopoliser de la surface qui, selon la configuration du magasin, doit être prioritairement aménagée en termes de surface de vente
et garder éventuellement la possibilité d'agrandir le magasin plutôt que de mettre en place un atelier de transformation dans le magasin. Et en effet, je rejoins la remarque précédemment dite qu'un atelier de transformation, c'est l'objet d'un autre collectif. En tout cas, ça ne concerne pas tous les associés du point de vente collectif, et que ça doit être géré, je pense, ça peut être géré de manière collective, mais sur un autre projet. Ne peut-être pas mélanger les deux. Oui, on avait d'ailleurs eu une question là-dessus sur vaut-il mieux séparer ces deux projets-là et du coup avoir deux collectifs, l'atelier de transformation et un pour le magasin. Donc vous confirmerez cette hypothèse? Je conseillerais d'avoir deux collectifs, parce qu'en effet, les tenants et les aboutissants sont différents. Même si les deux peuvent être imbriqués et complètement liés, comme l'exemple du restaurant qui est couplé au point de vue collectif dans l'Hérault qui nous a été présenté. Mais concernant un atelier de découpe ou plutôt de transformation, ça a vraiment, voilà, c'est vraiment une compétence, c'est vraiment un travail assez difficile à gérer. Oui. En soi, si en plus on y met un apiculteur, un maraîcher qui va s'occuper de comment faire une terrine, là ça va être encore beaucoup plus compliqué. Non, c'est trop compliqué, effectivement. Moi, je trouve que c'est vraiment trop compliqué. C'est une vraie compétence, la transformation et la cuisine en charcuterie, etc. Il ne faut pas mettre ça à l'intérieur d'un magasin, il faut le séparer. Ça peut être un collectif, comme le dit très bien Florian. Par contre, attention, je reviens sur la nuance, c'est que on parle bien là d'atelier de transformation charcuterie, alors que j'aurais un discours un peu différent si on parlait d'un rayon boucherie en service arrière, où là il y a toute une plus-value, je pense, à faire de manière importante sur le fait de faire un service boucherie plutôt que de vendre des paquets sous vide de viande. D'accord. Donc à distinguer s'il y a présence ou pas d'une boucherie traditionnelle, d'un rayon boucherie traditionnelle. Voilà, tout à fait. Pour revenir sur la question point de vigilance sur l'aspect drive. Tout à fait. Ça a été un petit peu abordé précédemment sur cette notion de compétence de webmaster. C'est vrai qu'il y a des solutions qui peuvent être faciles et qui peuvent être totalement adéquates si on prend en effet l'adhésion à Bienvenue à la ferme et le service que propose Bienvenue à la ferme, ou Bienvenue à la ferme propose un package pour faire de l'e-commerce. Ceci dit, si on n'arrive pas à se faire connaître et être présent sur la toile, eh ben c'est voilà, c'est un peu moi, je valide. C'est insuffisant. Sont nettement moindres. C'est insuffisant. Donc, il faut vraiment être conscient du travail que cela nécessite, aussi bien en termes d'investissement humain pour faire vivre l'outil, mais aussi en compétences pour communiquer et le faire développer. Et aussi, pas négliger ce que j'ai dit tout à l'heure, l'aspect logistique, savoir est-ce que c'est un drive où les clients viennent à la ferme, ou est-ce qu'on propose aussi une livraison, et je pense que le gros de la valeur ajoutée de cette activité-là correspond en effet à cette dernière étape qui est la livraison, soit à domicile, soit en point relais, et là ça nécessite encore beaucoup plus de vigilance puisqu'on rentre dans les contraintes de transport et de livraison. D'accord. Je sais pas si Pascal, tu veux rajouter quelque chose peut-être. Nous, je peux donner l'expérience des drives qui ont essayé de se monter aussi sur l'Hérault suite à des initiatives de Bienvenue à la ferme. En fait, ils ont aussi fermé puisque leur chiffre d'affaires n'était pas intéressant. Et par ailleurs, on oublie aussi peut-être le facteur consommateur, qui souvent viennent dans nos magasins pour rencontrer des producteurs et qui sont pas forcément dans la même attente que quand ils font leurs courses dans les supermarchés, où là ils peuvent avoir envie d'un drive parce ils s'en fichent d'aller chercher des packs d'eau au drive, mais quand il s'agit de poser des questions sur la qualité de leur viande, comment sont élevés les animaux, etc., ils aiment encore quand même le contact avec les producteurs, et je pense que c'est aussi un facteur qui fait que nos magasins de producteurs se développent parce que les consommateurs ont envie de nous rencontrer et de pouvoir échanger avec nous. Voilà, donc je pense que ces drives sont peut-être appropriés pour des très très grandes villes, mais pour des communes de moyenne importance, je ne suis pas persuadée de l'intérêt ni de la compétence des agriculteurs dans ce domaine. C'est vraiment comme disait Isabelle, c'est vraiment une compétence de commerce
et ça n'a rien à... Enfin, je veux dire, on peut pas tout faire. Il faut du personnel, il faut des compétences en webmaster, comme vous disiez, et donc, à mon avis, je pense pas que ça soit très très adapté à notre profession. Voilà. D'accord, Il faut pas rester pessimiste, hein. Il y a quand même des opportunités et ça peut être adéquat pour certains cas. Mais je pense que la définition, c'est qu'il faut que si on souhaite aller vers ça, peut-être que c'est intéressant de le développer, de le prendre en main, plutôt que de donner encore éventuellement une valeur ajoutée à quelqu'un d'autre entre nous et le consommateur. Il faut que nos enfants soient pas que dans la production, il faut que nos enfants se forment. Bon, moi, j'envoie mon fils se former là-dessus, justement, sur tout ce qui est l'ubérisation et l'informatique et la mise en route de lignes, etc., informatique. Mais c'est vraiment une vraie formation, quoi. On peut pas s'inventer comme ça. Oui. Enfin, moi, Après, comme disait Florian, il y a eu une mission donnée à la salariée qui est chargée d'animer le site pour chez Florian. Mais l'animation en nous-mêmes, ça suffit pas. Il faut se mettre sur la toile, il faut se faire référencer, il faut acheter des emplacements sur d'autres trucs. Enfin, c'est un vrai travail et c'est de l'argent aussi, hein. D'accord. On a une autre question, donc c'est de Amélie Bresson de la Bergerie Nationale, qui vous demande plutôt sur le magasin Ma Production locale, comment sont cadrées les relations avec les prestataires, les livreurs, les différents traiteurs. Est-ce que c'est via des conventions, via des appels d'offres? Quel système avez-vous mis en place? Donc, concernant les différents prestataires, donc là, les coffrets, il y a une demande de devis à chaque fois auquel on répond. Donc, on fait un devis. On demande les prix à nos agriculteurs. Hein, c'est eux qui décident, hein, c'est pas nous. Hein. Nous, on fait un prix par rapport à ce que vont nous donner chacun d'entre eux, s'ils peuvent faire un effort ou pas. S'il y a un problème que ça ne passe pas, on retourne vers le producteur. Il y a une vraie démarche de partenariat et de construction du projet ensemble. Ça, c'est pour les coffrets. Ce qui a été pour l'agent commercial, on a travaillé avec un avocat au niveau juridique pour ficeler donc le contrat à l'époque, hein, parce que bon, on voulait pas faire n'importe quoi. Ce qui est pour les traiteurs, c'est la même chose, c'est-à-dire que là, il y a une animation où il y a un partenariat, enfin, c'est-à-dire les prix, c'est les prix des producteurs. Hein, on essaye de valoriser les producteurs. Bon, après, quelquefois, je rentre en contact direct avec eux pour voir s'ils peuvent faire quelque chose au niveau tarifaire. Il y a des fois, ça m'est arrivé de mettre les producteurs avec moi dans la salle, de les solliciter pour qu'ils viennent avec moi, parce qu'ils soient présents. C'était des belles opérations, hein, parce que les producteurs étaient derrière leurs produits dans ces cas-là. Et c'est assez joli à faire. Et ensuite, pour ce qui était de la dernière, c'est-à-dire du site internet qui vend nos produits avec un intermédiaire supplémentaire, donc c'est une forme, je pense qu'on va arriver à une forme de contractualisation avec un côté juridique pour pouvoir que toutes les parties soient bien respectées. Ça demande là encore un petit peu de compétences pour pouvoir faire appel, ficeler les choses, hein, pour que tout le monde s'y retrouve et qu'il n'y ait pas de problème, quoi. D'accord, mais merci. L'intérêt, c'est de booster les ventes. C'est nous, ce qu'on a visé, nous, la production locale, on a fait un investissement et ce qu'on souhaite, c'est que les producteurs puissent bénéficier du collectif au maximum. On essaye de développer, c'est pour les producteurs, hein, c'est pour qu'ils vendent un maximum avec différents créneaux et après, nous, on s'en occupe, c'est notre mission au niveau de la gérance, c'est booster les chiffres d'affaires et les activités des producteurs, c'est notre rôle. Du coup, peut-être pour conclure cette radio Point de Vente Collectif, une dernière question pour les trois invités. Quels sont justement les impacts de ces services sur la dynamique de vos collectifs? Alors peut-être Pascal en premier. C'est une vaste question. De toute façon, je pense que les magasins de producteurs s'adaptent un petit peu à l'environnement commercial et aux demandes des consommateurs. Donc nous avons ressenti une demande des consommateurs vers une qualité d'alimentation. Les drives, nous, par contre, dans notre secteur géographique, ça n'intéresse pas trop les consommateurs, donc on s'est adapté à ce créneau-là. Après, je suppose que sur d'autres régions, effectivement, les paniers, les coffrets cadeaux, nous, on le pratique aussi depuis le début. Ça fonctionne bien et c'est un travail qui n'est pas très difficile à organiser au sein du collectif de producteurs. Mais après, oui, chaque région a ses spécificités, je pense, par rapport à ça. D'accord. Et Florian, du coup, quel a été l'impact de la mise en place du drive sur la dynamique sur le groupe?
Moi, je pense que c'est important d'avoir des projets qui tirent vers l'avant et qui soient toujours motivants. Mais encore faut-il qu'il y ait toujours une personne qui fasse la locomotive. Et c'est un des points de vigilance, en effet, sur ce genre de projet-là, c'est que c'est toujours intéressant de trouver des voies de développement et des opportunités pour augmenter un chiffre d'affaires ou développer ses activités dans l'intérêt du collectif et l'intérêt final de chaque producteur. Et je pense que c'est en effet important d'avoir des projets pour pouvoir garder cette cohésion et cette volonté de travailler ensemble. Et c'est vrai que là, l'exemple que l'on a qu'on en a eu cette dernière heure là par téléphone montre qu'il y a quand même vraiment différentes voies possibles et qu'il y a une multitude de possibilités pour pouvoir garder cet engouement et cette notion de collectif. D'accord. Oui, pour ma part, le côté, effectivement, c'est de garder la motivation à l'intérieur du groupe et du collectif et de démontrer régulièrement qu'on tire vers l'avant. Ça permet de garder d'abord des relations intéressantes parce que les gens sont satisfaits, sont contents, ça les motive. Mais par contre, effectivement, pour ceux qui font la locomotive, ça demande de la créativité, ça demande, comme aujourd'hui, peut-être d'être présent sur la radio et puis de prendre ce que vous m'avez apporté, vous les autres, et de contribuer à ma façon en vous donnant ce que moi je vivais. Et ça demande à ce que des gens s'investissent effectivement, en recherche perpétuellement de ce qui se fait ailleurs, d'être à l'écoute et au regard, et puis pour que le collectif continue de vivre bien, parce que malheureusement, le collectif, c'est comme n'importe quelle autre entreprise. À un moment donné, les choses peuvent un petit peu se fragiliser en termes de développement d'activité, et même de voir après peut-être diminuer, parce qu'on n'est pas vigilant. C'est une entreprise comme les autres, le collectif, avec beaucoup d'humains dedans. D'accord. Merci beaucoup. Cette deuxième radio Point de Vente Collectif va toucher à sa fin. Donc, je remercie encore une fois Florian Pascal, Pascal Méjean et Isabelle Anonier pour vos témoignages et votre participation. Merci aux auditeurs pour vos questions. Vous retrouverez un compte-rendu de la radio et les témoignages sur le site internet de TRAM à www.tram.org, donc trame.org. Donc d'ici quelques semaines, nous mettrons l'enregistrement sur le site internet et il y aura également le compte-rendu écrit de la radio. Nous prévoyons d'organiser une prochaine radio dans 6 mois. Donc le thème n'est pas défini. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous envoyer vos suggestions. Merci et bonne journée à tous. À bientôt pour la prochaine radio Point de Vente Collectif.